Nous essayons, à travers cette convention, de mettre en place des actions très concrètes. On a besoin de penser ensemble, d'ouvrir des espaces ensemble. Bienvenue sur Profession Culture. Bonjour Patricia Koller. Bonjour. Vous êtes déléguée générale de l'UFISC, l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles, qui regroupe 17 organisations du champ artistique et culturel, ce qui correspond tout de même à 2500 structures au total. Vous êtes également coprésidente du Mouvement pour l'économie solidaire qui, comme son nom l'indique, fédère tous ceux qui veulent promouvoir l'économie solidaire et la citoyenneté économique. Ma première question porte sur une convention cadre que vous avez signée récemment, l'UFISC a signé récemment, avec la FNADAC, la Fédération nationale des associations de directeurs des affaires culturelles. Alors, en quoi consiste cette convention cadre ? Alors, en effet, nous l'avons signée fin 2021. Elle est l'aboutissement en fait d'un dialogue et des échanges que nous avons conduits avec la FNADAC maintenant depuis plus d'un an. Et il nous semblait important de pouvoir poursuivre des travaux peut-être communs, de collaborer plus sur un certain nombre d'enjeux qui nous semblent décisifs aujourd'hui pour le monde culturel. Comme par exemple tout le champ des droits culturels et de la manière dont on peut mettre en travail cette vision à la fois politique et éthique que constituent les droits culturels et également d'autres notions autour de l'importance des territoires et des collectivités territoriales et du dialogue entre les initiatives et les collectivités, mais aussi sur les aspects de coopération, les aspects de pratiques de création, de pratiques artistiques et culturelles nouvelles. Et nous essayons, à travers cette convention, de mettre en place des actions très concrètes également, qui se traduisent notamment autour d'événements que nous avons organisés pour notre part au niveau de l'UFISC avec une pluralité d'autres organisations, PopMine. PopMine, ouais. Voilà, PopMine qui s'est déroulé très récemment à Orléans en 2021, en octobre. Et puis prochainement les assises de la FNADAC qui sont également en train de se constituer puisqu'elles auront lieu en 2022 à Sète. Et donc nous essayons d'y travailler ensemble et de voir comment nous relions un certain nombre de sujets sur ces droits culturels, sur les lieux intermédiaires et les tiers-lieux, également sur les coopérations et les dynamiques territoriales culturelles. Justement, on voit bien que cette nouvelle convention cadre s'inscrit dans une dynamique qui est portée par le fisc depuis un moment, lors de la session plénière de PopMine, donc cet événement qui a eu lieu tout début octobre à Orléans. Vous avez rassemblé un certain nombre d'acteurs, et notamment d'acteurs liés aux collectivités territoriales. Vous développez énormément je vais mettre le mot générique, partenariat. Après, la forme du partenariat peut varier, mais partenariat avec, par exemple, la Fédération Arts Vivants et Départements, avec l'Association des maires ruraux de France. Pourquoi il vous semble important de travailler dans cette dynamique-là ? Alors en effet, nous avons notamment aussi signé une convention de partenariat avec la Fédération Arts Vivants et Départements, par exemple, et nous travaillons parce que nous avions un gros chantier sur la ruralité que nous conduisons depuis 3-4 ans, aussi eu des liens forts avec la MRF. Au-delà de ça, c'est aussi avec la FNCC, par exemple, qui était présente également, la Fédération nationale des collectivités pour la culture, qui rassemble les élus de différentes collectivités d'ailleurs dans cette fédération, ou encore avec l'Agence nationale de cohésion des territoires, la nouvelle agence ANCT. Et nous essayons en effet avec eux de co-construire une réflexion et un chantier autour. Alors, je vais essayer d'aller sur une dynamique particulière, notamment les projets culturels de territoire, pour mieux comprendre aujourd'hui comment se fabrique, s'expérimente un certain nombre d'initiatives de coopération sur les territoires autour de la dimension culturelle. Donc là, c'est plutôt une dimension d'enquête de terrain, là. Il y a une dimension enquête de terrain. Il y a aussi la volonté, en effet, de voir comment mieux les accompagner, comment mieux à la fois soutenir le dialogue entre initiatives et collectivités, mais aussi comment accompagner par un soutien peut-être différent, par des politiques culturelles qui prennent en compte la question de la ressource culturelle des territoires. Donc on est bien là, vraiment dans le creuset des droits culturels, c'est-à-dire vraiment repartir des personnes, repartir des pratiques réelles, et puis aussi repartir de la question de la diversité culturelle,
qui foisonne en fait sur les territoires. Quel constat faites-vous par rapport à cette crise sanitaire et des métiers et des organisations? Est-ce que ça le met en danger? Est-ce que vous voyez au contraire ça provoque un rebond, une dynamique, les deux? Alors, évidemment, la crise sanitaire, c'est d'abord des difficultés très concrètes qu'on lit malheureusement en ce début d'année 2022 sur le terrain. Les annulations en nombre, la difficulté pour les personnes de revenir dans les activités, de revenir au spectacle, de revenir même dans les pratiques amateurs parfois. Et on voit bien qu'il y a quelque chose du lien qui s'est un peu cassé. Et puis, évidemment, c'est des difficultés sur l'emploi, c'est des difficultés de revenus pour les salariés. Et aujourd'hui même, avec les nouvelles mesures sanitaires, le pass vaccinal, c'est des tensions dans les équipes. Pour nous, cette crise, elle est à la fois très dure et très concrète, et elle est aussi emblématique d'une nécessité de repenser la dimension culturelle, parce que on parle de la crise sanitaire, mais on pourrait aussi parler de la crise sociale avec les inégalités qui montent, des difficultés territoriales et des solidarités à reconstruire, de la crise écologique évidemment, et donc ça appelle quand même à penser aujourd'hui différemment à la fois les pratiques des acteurs, mais aussi les politiques culturelles. Justement, là on est dans une année d'élection présidentielle, donc on va y venir forcément, parce que j'imagine que l'UFISC a sa perspective. Mais avant cela, vous avez lancé en décembre dernier, avec le mouvement d'économie solidaire, mais d'autres organisations, la République de l'ESS. Qu'est-ce que la République de l'ESS et qu'est-ce qu'elle vise ? Alors, en effet, c'est tout à fait le principe ou la démarche dans laquelle on s'inscrit avec tout ce champ de l'économie sociale et solidaire qui appelle justement à repenser la culture économique. C'est là aussi où c'est intéressant d'essayer de re-questionner le sens que l'on donne à l'économie, et qu'on voit bien que dans cette crise, on a un risque de repartir business as usual, refaire la même chose qu'avant, alors qu'on a besoin justement de plus de solidarité, de plus de démocratie aussi dans le champ culturel, mais aussi dans le champ économique et dans la manière dont on construit nos pratiques. Et de manière très concrète. Qu'est-ce qu'une démocratie économique? Alors voilà, c'est de faire vivre la culture démocratique dans nos structures notamment. Alors c'est avec le mouvement de l'économie solidaire, ce qu'on porte, c'est notamment de redire que chacun doit participer à la vie économique, a une capacité de penser la question du travail, de penser la question de l'organisation des activités. Si on prend un exemple différent de celui de la culture, ça va être par exemple les AMAP dans le champ agricole et la manière dont on reconstruit la relation à la production agricole, à l'alimentation, etc. Dans la santé, on pourrait parler de la même manière. Et dans la culture, eh bien c'est aussi ça, c'est aussi comment on reconstruit ce lien avec le territoire en faisant des participations, par exemple, des habitants. C'est comment on crée plus de collectifs, de gouvernance collective au sein des structures ou de collectifs artistiques, de lieux intermédiaires. Et puis, c'est peut-être aussi, dans l'organisation du travail, penser cette question démocratique, des relations dans les équipes. On a vraiment besoin de repenser, à notre sens, ce modèle économique. Et si on peut l'amener vers plus de solidarité, donc ça veut dire très concrètement, de la coopération entre les acteurs sur le terrain, de la mutualisation de moyens, de la mutualisation d'emplois, des espaces plus collectifs. Autant de thèmes dont on n'entend pas parler pour l'instant dans cette campagne présidentielle. Voilà. À ce sujet-là, j'ai avec moi le manifeste que vous... Enfin, c'est pas vraiment un manifeste, c'est plus un texte, un appel public qui s'intitule quand même « La République, l'art et public ». Mobilisation pour plus de liberté, égalité et fraternité par la culture, pour une culture de la diversité et de la solidarité, pour une revitalisation culturelle. Alors, quelle est l'intention de ce texte et qu'est-ce que vous visez à travers ce texte ? Alors, on a eu envie de se mobiliser dans le cadre de cette campagne, tout d'abord pour réaffirmer des valeurs fortes, comme le porte le titre de ce manifeste. Aujourd'hui, on a trop de discours de repli, voire oui, presque parfois de crainte, de peur, voire de détestation de l'autre. Et on a vraiment besoin, je pense, en tant que secteur culturel, de porter cette notion-là. Et à qui il est adressé ce texte? Il est adressé au candidat à la présidentielle? Vous allez demander une signature, un engagement Alors, il est évidemment adressé aux candidats, mais au-delà de ça, il est adressé à tous ceux qui souhaitent se mobiliser, nos initiatives et les acteurs culturels, évidemment, en premier lieu, parce que il y a cette défense de la question démocratique et de la participation de tous à la vie culturelle et aux politiques publiques, donc reconstruire ça.
penser la question de la transition aussi à travers justement la culture. Et puis, on a aussi ce besoin de toucher des élus, de travailler avec eux, hein, ça reboucle avec le début de l'entretien, mais on a besoin de partager une conviction sur cette question de la diversité culturelle, sur la défense des libertés, qui sont parfois aussi mises en difficulté beaucoup aujourd'hui à travers des phénomènes de censure, d'autocensure, de disparition de structures associatives notamment, ou de remise en cause même parfois du modèle associatif. Et puis, on a besoin de penser ensemble, d'ouvrir des espaces ensemble pour justement changer les politiques culturelles et puis plus largement pour demain. Donc c'est un peu à ça qu'on appelle avec ce texte. Gros enjeu. Mesdames et messieurs les candidats, si vous nous entendez, hein, vous voyez le chantier qui s'ouvre à vous. Merci beaucoup, Patricia Koller. Merci. Petite question bonus. Quelle œuvre d'art avez-vous récemment vu, entendu, touché, je ne sais pas, que vous aimeriez partager et inciter nos téléspectateurs à aller voir? Alors moi j'ai choisi Memoria. Oui, le film du réalisateur Apichatpong Weerasethakul. Ah, tout à fait, voilà, qui est sorti l'année dernière. Moi, je l'ai trouvé extrêmement poétique. Il m'a plongé justement dans une poésie à travers sa dimension contemplative, à travers ces images extraordinaires, magnifiques que nous fait partager ce réalisateur thaïlandais, à travers aussi peut-être le temps, le ralentissement, justement, qui est peut-être nécessaire aussi dans notre vie totalement accélérée, parfois totalement folle, et le temps de repenser justement le rapport au monde, la relation à la nature, le temps simplement d'observer et de se relier avec poésie au monde. Et voilà, et je pense que l'art nous apporte ça, c'est-à-dire de prendre le temps de se relier au monde et aux autres à travers cette dimension poétique. Merci pour cette critique tout en poésie. Merci.